Bel bonjour, merci de l'invitation. Puis, bel bonjour à tout le monde qui a écouté nous, qui a regardé nous. Francis Carole est enseignant, ancien militant qui passait par LCPJ, l'Organisation nationale des étudiants martiniquais, mouvement CPLNUT. Par la suite, m'a créé le mouvement PALIMA, Parti pour la libération de la Martinique, qui était mon président. M'a élu municipal d'opposition. Et puis, moi aussi élu de la collectivité. En tant qu'élu d'opposition, nous pas qu'à diriger rien. nous qu'à contrôler, par contre, c'est l'opposition. Contrôler, faire des propositions. Nous qu'à travailler aussi dans les commissions, bien dans les instances nous qu'à siéger. Parce qu'il y a la possibilité de siéger dans ces instances-là, grâce à la proportionnelle. Donc, c'est activité nous. Et puis, nous avons un rôle d'alerte qu'à jouer. Et en disant la mairie Fort-de-France, dans la CTM, il y a changé que les qu'à voter motion pour essayer de persécuter le airport, ben, nous parmi les rares monde qui dit pas question. Et pour des raisons politiques, parce que nous peinons des divergences et puis des camarades, mais c'est pas parce que nous divergences et puis camarades nous, dans ces problèmes entre nous, que nous avons créé gendarmes contre camarades. Par contre, j'ai été l'un des rares à dire très tôt que l'accord ou le protocole qui a été signé était un protocole macaque. C'est-à-dire que c'était un protocole dans lequel on baissait la TVA, l'octroi de mer sur un certain nombre de produits, mais on les augmentait, ailleurs parfois au-delà de 2,5. Je pense aussi que le fait d'avoir négocié uniquement sur l'alimentaire est une erreur. C'est ce que je pense, je le dis clairement. Je pense que tout est cher. Et c'est ce qui a permis à l'Etchimi, au Béquet, au préfet, de baisser sur le prix de l'alimentaire et de procéder à une hausse sur les autres produits non alimentaires. Donc c'est ça le jeu qui s'est opéré. Et je pense qu'on aurait dû négocier sur l'ensemble des champs de la vie chère et sur le principe même de la vie chère. Ce qui n'a pas été fait. Il n'est pas trop tard pour rebondir. Si jamais des négociations reprennent, ça doit être sur d'autres bases. Ça ne doit pas être sur la question de la vie chère seulement. Ça doit être sur la question de l'ensemble des mécanismes qui conduisent à la vie chère en Martinique et qui concernent l'alimentation, qui concernent le transport, qui concernent aussi le bâtiment, où là, parfois, les prix ont été multipliés par 2, 3, 4 suivants et les matières que l'on achète. Et je pense que c'est de cette manière qu'il faudrait le faire. La seconde chose qui est importante, c'est qu'il faudrait une forte coalition très large des organisations sur une plateforme. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Nous devons aller vers la constitution de ce front, mais négocier autrement. Alors, est-ce que les Valls et compagnie vont faire avancer les choses? Moi, je n'ai jamais considéré ce monsieur comme quelqu'un de sérieux. Et ce n'est pas parce que l'on fait semblant de bomber le torse face au Béquet, même si on les a flattés par ailleurs avant et qu'on continue de leur parler plus doucement quand on est dans l'intimité, je pense que ce n'est pas sur ces gens qu'il faut compter. Il faut compter sur la qualité de nos propositions, des éléments de négociation que nous avançons et la mobilisation populaire. Et il faut rompre avec le système colonial. Et nous le faisons sans haine à l'égard de la France, sans mépris de l'histoire de la France, sans mépris à l'égard du peuple français. Il n'y a pas de haine chez nous. Nous sommes des gens rationnels, structurés, mais avec une vision. Et nous pensons que demain, et si la France aujourd'hui est la seconde puissance maritime mondiale, grâce à nous, eh bien, elle ne le sera plus demain. Elle sera en 100e position. Et c'est sûr que nos peuples ont compris. Nous avons des richesses de la mer, des richesses du sous-sol, des richesses et des forêts, etc. Nous avons ces richesses. Nous avons l'intelligence. Et nous devons développer tout cela. Nous devons sortir de la mentalité d'esclave, de coloniser. Et nous devons cesser de ne pas croire en nous. Panama s'inscrit dans cette démarche qui est une démarche rigoureuse, qui est une démarche visionnaire, qui est une démarche qui n'est pas fondée sur la haine, qui est fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous pensons que aucun peuple ne mérite d'être opprimé. Préparer l'après et savoir quel État nous aurons, quel type d'État, quel système économique, quel système éducatif, quelle orientation culturelle, comment nous allons développer nos relations diplomatiques dans la région et au-delà. C'est toute cette réflexion qu'il faut mener de manière tranquille, rationnelle, pour atteindre nos objectifs. Création d'un fonds international de décolonisation par les indépendantistes d'outre-mer. Francis Carole lui-même, s'il restait dans ses rails, il travaillerait effectivement à régler les problèmes. Il était à la collectivité, il a la possibilité de clamer haut et fort ses idées sur le devenir de la Martinique, comme il le fait. Et puis j'ai fini. Ils vont faire là
dans le pays là, de l'autre côté du pays de l'Est, et puis satisfaire les désirs géopolitiques de revanche et de rancœur assouvie. Mais ça n'a pas de sens. Enfin, faut qu'on soit un petit peu raisonnable. Quel est le contenu de cette charte? D'abord, une analyse de la situation internationale. Ensuite, nous avons procédé à une analyse précise du suprémacisme européen qui a conduit à l'esclavage, puis à la colonisation. Ensuite, nous avons procédé au mécanisme du capitalisme et du colonialisme dans nos pays. Et la charte, finalement, se termine dans des orientations que nous avons prises pour nos pays, parmi lesquelles, évidemment, la question de l'autodétermination, en s'appuyant sur les éléments de déclaration de l'ONU. Donc nous voulons inscrire tout cela dans le droit international. Et à la fois dans la charte, dans la résolution finale et dans les statuts, nous disons très clairement que nous voulons être indépendants de tout organisme et de tout État. C'est extrêmement clair. Mais j'observe que Gerald Darling Carter, qui se dit être camarade, je vois qu'il s'est malheureusement enlisé dans les marigots de la colonisation et qu'il a perdu toute indépendance de réflexion. Lorsque le colonialisme, parlant de l'Azerbaïdjan, dit « tuez-le », eh bien, Gerald Darling Carter répète « tuez-le, massacrez-les ». Il n'a pas d'indépendance de réflexion. Ce n'est pas parce que l'État français décide de jeter l'anathème sur un pays que nous devons, comme des esclaves, comme des macaques, eh bien, répéter ce que pense l'État français. Nous devons avoir notre propre analyse. Ça, c'est très important. Et malheureusement, la puissance des médias occidentaux fait que des gens qui ont un certain niveau de culture, comme Gerald Darling Carter, plutôt que d'exercer son sens critique, sa capacité de réflexion, eh bien, ils préfèrent répéter. C'est vrai que quand on commence à devenir vieux, on est un peu plus fainéant intellectuellement. J'espère que ce n'est pas ce qui lui arrive, et je l'appelle à se ressaisir. Donc, les choses sont très claires pour nous. Un érudit peut être un esclave. Et dans l'histoire de nos peuples, eh bien, il y a eu des érudits, des gens qui avaient un haut niveau de connaissance, mais qui avaient accepté d'être esclaves, qui avaient accepté d'être des jacots de la propagande française. Et malheureusement, c'est à cet exercice un peu douloureux pour nous que ce livre, Monsieur Gerald Darling Carter, je le lui dirai si par hasard je le rencontre un jour. La première chose, c'est la conscience des enjeux. C'est très important. Malheureusement, je le dis franchement aussi, peut-être que certains m'en voudront, les Martiniquais mettent en place souvent des élus qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Et les élus qui portent une vision, eh bien, sont écartés parce qu'ils sont trop dangereux, trop indépendantistes, trop révolutionnaires. Donc il y a une responsabilité de notre peuple aussi dans cette situation. La seconde chose, à part la conscience, c'est aussi le fait que nous sommes enferrés. J'ai été responsable de l'aspect social à la CTM pendant des années. Nous avions 1,2 milliard de budget, mais il y avait 400 millions qui étaient fléchés pour le secteur social. Et il faut payer le personnel, il faut... Oui, donc c'est cela aussi. La question des moyens intervient. Par exemple, dans le POSEI, eh bien, on finance les béquets, les grandes entreprises par la culture vivrière. Donc vous voyez que le colonialisme organise ces obstacles. Par contre, si nous voulons, si nous en avons la volonté, il est possible, même si c'est de manière marginale au départ, de mettre en place un certain nombre de sociétés. Ça a été expérimenté. Ça a été expérimenté, mais par exemple, la Socopma qui avait fait beaucoup de choses à un moment donné. Et c'est important de parler de cet exemple. C'était dans le domaine agricole, début de transformation, commercialisation, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les béquets l'ont pété, pour reprendre l'expression. Ils l'ont pété avec la complicité d'un certain nombre de Martiniquais. Donc il faut bien comprendre comment ces mécanismes, lorsque vous prenez par exemple Jeff Aviation Service dans le domaine de l'aviation, qui avait une petite entreprise qui marchait, eh bien, qu'est-ce que les béquets ont fait? Les béquets ont dit, bon, ben, on va récupérer ça. Et avec la complicité de certains politiques, de l'État, de la justice, ils ont essayé de péter Jeff. Heureusement que Jeff a su résister et s'est maintenu, avec difficulté, mais il s'est quand même maintenu. Donc c'est pourquoi ce mouvement que nous devons faire, qui est un mouvement parallèle, doit avoir l'accompagnement des masses. Et c'est pourquoi ce mouvement aussi doit faire en sorte que les masses elles-mêmes, au moment où on se prononce sur des échéances électorales, les masses doivent voter de manière consciente. Parce que souvent on vote parce que, prenons le cas de Fort-de-France,
C'est là depuis 80 ans. 80 ans. Et alors qu'il y a des alternatives qui ont été proposées. Donc c'est tout cela qu'il faut prendre en considération. Donc la conscience et la connaissance des enjeux, la volonté politique, et puis mettre en place les gens qui ont fait la démonstration de leur rectitude par rapport à ces orientations. La lutte que nous menons au Palima, mais pas nous seuls, d'autres organisations, c'est une lutte de libération nationale. C'est-à-dire nous voulons que la nation martiniquaise soit émancipée du colonialisme et du capitalisme français. C'est un combat de libération nationale. Est-ce que la nation martiniquaise est une nation essentiellement afrodescendante? Non. Il y a chez nous des afrodescendants, mais il y a aussi des Indiens. Les Indiens ne sont pas des afrodescendants. Alors peut-être qu'ils sont, sûrement, ce sont des Dravidiens pour l'essentiel. Les Dravidiens ont une culture et une langue différentes des Indiens du Nord, et les Dravidiens, donc les Tamouls, qui sont chez nous, sont considérés comme les Blacks de l'Inde. Mais ils sont Indiens, ils ne sont pas afro-descendants. D'autre part, nous avons d'autres catégories. C'est-à-dire que notre nation doit être une nation qui intègre. Et c'est dans ce corps d'idées que nous intégrons la question béké. La question béké, elle est multiple. Alors, il y a ce qu'on appelle les békés griaves, que tout le monde connaît, qui sont des békés qui vivent, qui sont des petits bourgeois, comme n'importe quel Martiniquais, qui sont enseignants, qui sont, etc. Ça, c'est une affaire. Nous, notre réflexion porte sur les gros békés, les 11 familles, avec les ayottes, etc. J'ai dit une fois, alors ça va étonner certains, mais je l'ai dit aussi placidement, sans m'énerver. J'ai dit que les békés avaient leur place dans la nation martiniquaise, à condition qu'ils acceptent de se suicider en tant que caste. Alors je n'ai pas dit qu'il faut les pendre à des cordes, etc. Je n'ai pas de magasin de cordes, mais je dis simplement que symboliquement, il faut qu'ils acceptent de se suicider en tant que caste. Se suicider en tant que caste, c'est d'abord reconnaître la situation coloniale, reconnaître les crimes de l'esclavage, reconnaître tout ce qui s'est passé, notamment avec l'empoisonnement au chlordécone. C'est aussi avoir des propositions à faire sur la question foncière. Les békés n'ont pas acheté les terres, ils se sont accaparés de ces terres. Et ils continuent de faire main basse sur les richesses de la Martinique. Et il faut qu'ils comprennent cela. Et quand je dis ça, je n'ai aucune espèce de haine. C'est pour moi, ce n'est même pas une question, parce qu'ils sont blancs. S'ils étaient noirs, ou bien indiens, ou bien vietnamiens, ou bien chinois, et qu'ils avaient le même comportement, ça aurait été la même réflexion. Donc c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question de noir ou de blanc, c'est une question de position dans la société. Si les békés acceptent de se suicider en tant que caste, je ne dis pas en tant que classe sociale, en tant que caste, ils ont leur place parce que nous ne posons pas la question en termes de couleur de peau. Même si nous savons, par l'étude de l'histoire, que les afro-descendants sont majoritaires dans notre pays et qu'ils ont subi un sort particulier pendant évidemment l'esclavage, parce que c'était eux les esclaves, et pendant aussi la colonisation, et qu'aujourd'hui, toujours dans la manière dont notre société fonctionne, eh bien, les afro-descendants sont plus souvent victimes de la pauvreté, de la marginalisation que les autres. Si j'ai un message fidèle à passer, c'est un appel à l'unité du peuple martiniquais. C'est vrai que nous sommes différents. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes orientations. Mais chaque fois que nous pouvons mettre en commun les idées que nous partageons, il faut le faire. Il faut le faire non pas sur la base de son ego, moi je, mais sur la base du nous, c'est-à-dire du pays. C'est très important parce que ce qui a contribué à l'échec de beaucoup de luttes, ce sont finalement l'exagération de l'ego, l'abus d'ego qui nous a détruits. Il faut que nous sachions mettre de côté ou en arrière-plan notre ego. Personne n'empêche à personne d'être ambitieux, mais il faut l'être intelligemment, au moins. Il faut absolument que ce que nous mettions en avant soit les intérêts du pays. C'est difficile. Notre peuple peut disparaître. Nous pouvons être minoritaires dans ce pays. Il ne faut pas croire que les choses vont continuer. Non. Vous avez vu le rassemblement qu'il y a eu en Espagne de l'extrême droite avec cette vision de suprémacisme blanc, de recolonisation. Il faut faire attention. Et si nous ne sommes pas en capacité, par notre pensée, par notre action, par notre foi, par nos convictions, par les stratégies que nous mettons en place pour préserver ce pays et aller de l'avant, eh bien, le peuple martiniquais n'existera pas demain. Et ça, c'est le travail, c'est la responsabilité des aînés, c'est la responsabilité des couches intermédiaires, c'est la responsabilité aussi de la jeunesse martiniquaise. Par exemple, j'entends beaucoup de
de gens dire, ah oui, nous irons aux élections, je suis candidat. C'est bien. Mais, au candidat pour faire qui ça? Quel est le projet? Quel est l'objectif? Quelles sont les priorités? C'est de cela que nous devons discuter d'abord pour pouvoir tenter de sauver notre pays et de bâtir un pays qui convienne à nos aspirations.